Bonsoir, vous êtes sur RFI Roumanie et vous écoutez l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Pélissier, professeur en sociologie des médias à l'Université Côte d'Azur et chargé de mission à la ville de Cannes, où il développe également des projets d'écriture créative. Après un premier entretien, il y a environ 4 ans, axé sur les médias, cette fois-ci, nous allons parler d'autre chose, d'un livre qu'il vient de publier aux éditions Le Lys Bleu, plus précisément de textes de différents auteurs qu'il a lui-même rassemblés, sous le titre « Delta du Danube, des berges et des eaux ». Il s'agit d'un hymne à cet espace unique en Europe. Je vous lis la 4e de couverture. Sous les formes d'écriture les plus variées, les auteurs et autrices de cet ouvrage original partagent ici leurs émotions de voyageurs étonnés. En révélant la richesse d'un passé toujours présent, ils évoquent aussi le destin singulier d'une région restée à l'écart de nos radars digitaux, mais aussi d'un pays qui reste encore à découvrir, la Roumanie. Nicolas Pélissier, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver après plusieurs années et agréablement surpris quand vous m'avez annoncé la sortie de ce livre. Alors, vous écrivez également au sein de ce livre, au début et à la fin, et en avant-propos, je vous cite... Vous écrivez qu'en dépit de la place majeure qu'il occupe dans notre civilisation continentale, le Danube ne semble avoir suscité l'intérêt que de quelques aventuriers et artistes inspirés, chercheurs et stratèges militaires obstinés. En témoigne la rareté des œuvres et des ouvrages qui lui ont été consacrés en France. Et si, vue de l'Ouest, cette autre Europe, chère à Milan Kundera, traversée de part en part par le grand fleuve, n'était pas tout à fait notre Europe. Alors, ce paragraphe m'a interpellé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là que le Danube n'est pas tout à fait notre Europe ? Je pense que, merci déjà d'avoir lu en détail, avec précision. En effet, il y a une représentation qui se fait de ce qu'on va appeler l'Europe centrale et orientale, et plus particulièrement de la Roumanie, comme relevant encore, me semble-t-il, en France, d'un imaginaire un peu exotique, rattaché à un certain nombre de figures iconiques que l'on retrouve régulièrement dans la médiatisation de cette région de l'Europe en France. Ces figures qui sont désormais familières, celles de Dracula, Vlad Tepes et plein d'autres du même type. Des stéréotypes, en fait, qui renvoient, en fait, à une image de confins du continent. Et alors, déjà, la Roumanie, c'est une chose, mais alors, le delta du Danube, c'est vraiment le confin du confin, avec quelque chose qui resterait encore un peu bizarre, un peu étrange, un peu dangereux, ou des univers... d'entre-deux. Cette notion d'entre-deux, je la reprends souvent dans le livre, qui rassure pas forcément. Alors qui peut attirer les plus curieux en disant tiens, allons voir ce qui s'y passe dans cet entre-deux, mais qui peut un peu effrayer les moins curieux. Voilà. D'accord. Alors, oui. J'ai fait un petit test sur 2 livres de référence. Le premier, c'est un des romans clés sur le fleuve Danube, qui s'appelle Danube, tout simplement, de l'écrivain italien célèbre Claudio Magris, un écrivain voyageur géographe. Et le delta du Danube arrive à la fin, dans le dernier chapitre, et il lui consacre 15 pages sur un ouvrage assez volumineux qui en fait 550. J'ai fait un autre test beaucoup plus prosaïque sur le guide du routard en Roumanie. Le delta du Danube figure en 4 pages à la fin du manuel. Alors qu'effectivement... Et là, vous parlez de la dernière édition du guide du routard. La dernière édition, c'est la dernière édition. Le delta du Danube, c'est quand même une certaine aventure qui pourrait... je dirais, être en résonance avec, la philosophie du guide du routard. Oui, c'est traité, mais rapidement, et en gros, on va dire, destiné aux voyageurs les plus curieux, les plus avisés, pas aux voyageurs lambda. Voilà. Donc, on voit effectivement, alors c'est à la fois, l'attrait de cette zone, encore, qui est enveloppée d'un aura de mystère, d'une aura de mystère, mais en même temps, du coup, un peu marginalisée par rapport à... Et c'est bien
dommage par rapport à l'intérêt qu'il suscite réellement. Mais quand excusez-moi, quand vous m'avez envoyé votre livre, j'avoue que j'ai été moi-même particulièrement intéressé parce que je trouve que ce delta du Danube en Roumanie, personnellement, c'est la région la plus extraordinaire. Alors peut-être parce qu'elle me rappelle le sud dont vous êtes Oui, également, Nicolas Pélissier, avec ses espaces très linéaires et ça me rappelle à chaque fois là un peu la Camargue et je trouve que c'est marrant, bien ouais, sûr. ouais, ouais. Et c'est absolument extraordinaire. Donc, Mais vous savez, oui, je m'inclus en fait dans ces Français qui ont cette image-là, puisque bon, je viens en Roumanie depuis plus de 30 ans, j'ai dû me rendre près de 80 fois dans le pays. vous enseignez à J'y ai la faculté vécu, de journalisme oui, d'ailleurs de oui, l'université de Bucarest. Mhm. j'y ai vécu, j'y ai travaillé, et vous voyez, ben, finalement, ce n'est que cette année, enfin c'était l'année dernière, donc non, cette année, effectivement, en 2026, bah, que j'ai fait le choix d'y passer un certain temps et avec effectivement en bande, on va dire, j'ai dit en bande désorganisée. Mhm. Mhm. Très bien. Alors, je le mentionnais en introduction, enfin c'est vous qui le dites, hein, votre livre propose des formes d'écriture très variées. Il y a, et je l'ai trouvé très, très aéré, il y a des poésies, il y a des photos. Et je vous propose d'aller jusqu'à la page 64 avec le texte de Roland Raymond. Vers la Mhm. fin, je crois que c'est l'avant-dernier paragraphe, il écrit ceci. La pollution, la surpêche, le tourisme effréné menacent ce fragile miracle. Chaque canette abandonnée, chaque filet trop serré est une blessure faite à ce refuge. Pardon. Mais ce soir, dans la lumière qui s'efface, le delta reste cet amphithéâtre vivant. Les pélicans planent tels des anges lourds, les chacals hurlent dans la pénombre, les roseaux bruissent d'un souffle ancestral. Euh, Nicolas Pélissier, est-ce que vous êtes inquiet pour le delta du Danube? Alors, à ce jour, non. À ce jour, non, et c'était un soulagement pour moi et pour nous, puisqu'on y est allé à une douzaine de personnes, amis pour la plupart. Euh, on a constaté effectivement que le tourisme de masse n'est pas là. Ah, le delta du Danube n'est pas pour le moment menacé par une forme de massification touristique. D'autant plus étonnant qu'on n'est pas Vous si n'avez pas vu loin. non plus, pardon, excusez-moi, je vous coupe, il y a de nouveaux complexes hôteliers, je crois, mais ça ne vous a pas trop choqué, Oui, enfin, oui, parce qu'ils sont noyés dans la masse, en quelque sorte, dans d'accord. la masse végétale. Ils sont noyés dans la masse végétale et c'est des îlots actuellement. À Carorman, par exemple, nous avons passé quelques jours dans une sorte de petit complexe, effectivement. Alors tout confort, hôtel 4 étoiles, sauna, hammam, piscine, etc. à l'occidental. Mais vraiment un îlot perdu dans un univers où Et on plutôt se bien sentait fait, réellement, plutôt bien réellement. construit, Oui, plutôt oui, bien construit, oui. d'accord. Plutôt Mhm, bien construit, tout en bois, en harmonie. mhm. Donc, euh, en termes de tourisme durable, ça pour nous, ça a eu du sens de voir que ce type de construction était vraiment aller dans cette direction du tourisme durable. Et donc, voilà, un exemple, la plage de Solina. Je crois que c'est un bon exemple. Si on la compare par exemple avec la plage de Vamavek et ou la plage de Mamaya, qui sont ultra fréquentées pendant l'été, rien à voir. C'est une grande étendue de sable où, oui, au début de la plage, il y a un certain nombre de familles qui se sont regroupées, donc c'est assez vivant. Mais dès qu'on fait 200 mètres, il n'y a plus personne. Et ça, c'est sur 5 kilomètres quand même. Il n'y a plus personne. Donc ça, sur tout le littoral roumain, on ne peut plus voir ça. Et Mhm. bulgare, j'en parle même pas. Donc on ne peut plus voir ça. Donc à Solina, c'est pareil. Donc il y a des petites compagnies qui font des visites en bateau du fleuve ou des abords maritimes, ou qui vont un petit peu plus loin, à Mila do Zestrei ou à d'autres endroits qui sont effectivement un petit peu emblématiques du delta, et ça reste quand même vraiment raisonnable. On Mhm. est vraiment pour le moment dans quelque chose de raisonné et de raisonnable. Donc pas inquiet pour le moment, mais on peut se dire que bah, au fur et à mesure que les gens viennent et qui disent tiens, ça serait intéressant pour vous, chers amis, d'aller dans le delta. Et notre livre a y contribué d'ailleurs. C'est un peu le paradoxe. Vous savez, en tant qu'universitaire, je mène des recherches sur les médias. Hein, je m'étais déjà exprimé sur cette question.
J'ai travaillé l'année dernière sur la figure de Sylvain Tesson, l'écrivain Sylvain Tesson, l'écrivain voyageur. Hein, parce que bon, ce livre sur le Danube, il est paru dans une collection Récits de voyage. On est bien dans cette logique. Donc évidemment, Sylvain Tesson m'intéresse de ce point de vue-là. Et c'est très paradoxal parce que c'est un écrivain qui valorise le sauvage, les grands espaces, l'absence de bruit, l'absence de monde, qui fustige le tourisme de masse. Mais en même temps, en parlant de tous les espaces sauvages dont il témoigne dans tous ses livres, comme c'est des livres qui se tirent à des millions d'exemplaires, comme lui-même est ultra médiatisé, forcément il va rendre beaucoup plus fréquentables et fréquentés les endroits sauvages dont il parle. Vous pensez que le lac, je crois qu'il a écrit sur le lac Baïkal notamment, oui, je voudrais savoir s'il est davantage fréquenté maintenant, mais oui. Et c'est le paradoxe, mais vous savez quand même qu'il a fait Sous les chemins noirs et ça commence dans le Mercantour, un parc qui m'est cher puisque c'est dans mon département des Alpes-Maritimes. Il y a beaucoup plus de fréquentation ces derniers temps dans le Mercantour qu'il y a quelques années. Donc c'est monté en force. Et ce que j'appelle le paradoxe de l'écrivain voyageur, c'est-à-dire que l'écrivain voyageur va valoriser ce qui est sauvage, ce qui est en dehors de la civilisation moderne, avec une touche parfois un peu nostalgique, voire réactionnaire. Et puis de l'autre, lorsqu'il devient célèbre et médiatisé, eh bien, il va contribuer à promouvoir des territoires qui aimeraient rester beaucoup plus tranquilles, probablement. Ouais. Alors espérons que les lectrices et les lecteurs de Sylvain Tesson ou de Nicolas Pélissier sont des lecteurs et lectrices consciencieux et consciencieuses, et donc on peut espérer qu'ils prendront soin de ces endroits. Alors j'ai répondu quand même à ce paradoxe par une hypothèse qui reste après à vérifier. C'est finalement une sorte de contrat de lecture avec les lecteurs, c'est-à-dire que quelque part l'écrivain voyageur, il est là aussi pour faire voyager par procuration. En gros, on apprécie ce que fait Sylvain Tesson par exemple en Sibérie, mais la plupart d'entre nous on n'est pas prêt à faire ce qu'il a fait. Vous voyez, c'est un petit peu le sens de votre interrogation au début. Est-ce que vous pensez que les forêts de Sibérie sont beaucoup plus fréquentées? Non, un petit peu plus, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, ce côté de voyage par procuration, c'est quand même quelque chose d'intéressant. D'où l'importance du visuel, des photos, effectivement, qui contribuent aussi à ça. Et que faire découvrir des endroits par procuration, c'est aussi une de nos missions dans l'écriture, sans forcément que finalement les lecteurs et les lectrices nous suivent et se rendent sur place et rejoignent des circuits touristiques bien balisés, etc. En vous écoutant, j'ai une image qui m'est venue, que la dernière fois que je suis allé dans le Delta, c'était notamment à Sventugiorge, et vous avez à un moment donné une plage où le Danube retrouve la mer Noire, il y a des contre-courants, et c'est absolument extraordinaire. Vous avez un sentiment d'être un peu au bout de l'Europe, quelque part, et voilà, je pensais à ça en vous écoutant, et c'est une image qui reste très marquante pour moi. Je trouve que c'est un spectacle magnifique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller. Ce bout de l'Europe, je suis d'accord avec vous pour ce bout de l'Europe. Le paradoxe, c'est que c'est dans ce bout de l'Europe, il y a plusieurs textes qui l'évoquent, qu'est née l'idée même de notre actuelle Union européenne, de la Commission européenne, puisqu'effectivement, c'est suite à la guerre de Crimée en 1857 qu'a été fondée la Commission européenne du Danube, la CED, non pas la Communauté européenne de défense qu'elle est devenue dans les années 1950, mais donc la CED, Commission européenne du Danube, et qui préfigurait l'idée que les pays européens pouvaient s'entendre autour d'un bien commun. D'un bien commun classé comme une sorte de patrimoine matériel, inaliénable, intangible. On retrouve les problématiques UNESCO, et déjà, effectivement, il y avait ce sentiment que on pouvait s'entendre même si on était opposés, parce que, chose intéressante, dans cette Commission européenne du Danube, à cette époque-là, c'est les pays riverains, eh bien la Turquie, à l'époque l'Empire ottoman en faisait partie. Et la Russie aussi en faisait partie. Donc vous voyez, un pays qui est aujourd'hui belligérant et un autre qui est un peu limite. Donc c'est assez intéressant de voir ça. Bien de le rappeler, oui. C'est bien de le rappeler, je pense. Tout à fait. Et alors, c'est assez extraordinaire parce que si vous allez à Solina, vous pouvez voir un petit peu le bâtiment en ruine de cette Commission européenne du Danube. C'est un bâtiment un peu décrépit qui fait un peu penser à l'atmosphère de Moravnis, une atmosphère
atmosphère un peu romantique, nostalgique, décrépit, vous voyez. C'est assez étonnant de voir ça, hein, mais on sent que ça a été un lieu important pour la destinée de l'Europe, mais qu'aujourd'hui, bon voilà, il y a plus grand monde qui s'en préoccupe, plus grand monde qui essaye de le valoriser. Il y a un phare, il y a un musée dans le phare de Sulina qui retrace toute cette histoire. Mais il faut vraiment avoir envie d'aller jusqu'au phare, d'aller dans le musée, de grimper toutes les étages du phare. Mais sinon, les touristes de passage sont pas au courant de ça. Ils arrivent, ils pensent pélican, ils pensent balade en bateau, mais ils savent pas que là est née l'idée même de l'Union européenne en acte. En postface, vous écrivez également sur la Roumanie. On sent dans cet ouvrage que vous avez eu envie de mettre en perspective quelque part le delta du Danube en parlant de la Roumanie également. Et je trouvais très intéressant, vous évoquez 3 types de frontières en parlant de la Roumanie. Alors, pourriez-vous nous dire ce que vous avez voulu dire par ces 3 frontières? Alors effectivement, dans l'ouvrage, on parle du delta du Danube comme zone frontière. Et effectivement, c'est une zone frontière puisque l'Ukraine est très proche, la Moldavie n'est pas très loin non plus, mais enfin l'Ukraine. Hein, nous, on a vécu ça cet été de manière, je dirais, de manière très très forte, puisque à un moment donné, on dormait sur un bateau et on a été réveillé par des signaux d'alarme sur nos smartphones qui ont tous sonné à l'unisson à 2 heures du matin parce qu'il y a un drone qui est tombé. Donc c'est là où on voit qu'effectivement on n'est pas loin, notamment d'une zone de guerre et qu'il y a une dimension fortement géopolitique et stratégique de cette zone. Voilà. Donc ce qui vaut pour le delta, je pense, vaut pour la Roumanie tout entière, en effet. Donc j'ai défini 3 sortes de frontières. Bon, la première est assez classique, elle a été évoquée par d'autres bien avant, hein, Paul Morand notamment, qui parle effectivement d'une Roumanie entre Orient et Occident. Bon, aujourd'hui, ça relève de l'évidence. On voit bien à quel point la Transylvanie, par exemple, et ces grandes villes comme Cluj sont plutôt tournées vers l'ouest, et comme effectivement la Moldavie ou une partie de la Valachie regarde un peu plus vers l'Orient, ou regarde un peu plus vers le monde slave. Donc c'est quelque chose qui est effectivement assez fort, hein, encore. C'est une frontière religieuse aussi à travers effectivement d'un côté l'orthodoxie qui est quand même majoritaire en Roumanie, mais aussi quand même le protestantisme, notamment dans ces différentes versions évangéliques, pentecôtistes et autres, montent en puissance, hein. Le catholicisme se porte pas si mal non plus, donc cette frontière religieuse elle est bel et bien toujours là. J'ai évoqué aussi une autre frontière importante, c'est entre l'individu et le collectif, qui me paraissait assez net, parce que je me suis un peu intéressé avec d'autres au mouvement de résistance citoyenne, de résistance civile en Roumanie, et c'est vrai que notamment pendant la période communiste, on a pu constater qu'il y a eu vraiment des révoltes populaires, par exemple à Budapest, en Pologne, etc., qui ont été brisées dans le sang, hein. Alors qu'en Roumanie, il n'y a pas eu tout ça, et il y a même effectivement certains philosophes comme Constantin Noica ou la poétesse Anna Blandian, hein, qui disaient effectivement que le peuple roumain est un peu apathique. Elle a parlé de peuple végétal, pour tout dire, Anna Blandian, et en disant les Roumains ils ont un côté un peu Inch'Allah, c'est-à-dire advienne que pourra, on verra bien ce qui se passe, fataliste, on va dire, résigné. Et j'ai voulu quand même m'élever contre ça, parce qu'effectivement, il y a eu quand même des mouvements de révolte populaire. Déjà pendant la période communiste, ils sont moins connus. Il y a eu de la résistance, par exemple, dans les Carpates, dans les monts Baragan. Il y a eu aussi, effectivement, la révolte des mineurs de Brasov dans les années 80. Donc ça, on en parle moins. Il y a des formes de résistance culturelle et intellectuelle très fortes aussi, dont on parle moins. Et puis, dans la période post-communiste, effectivement, il y a eu un certain nombre de résistances, souvent liées à des questions environnementales, hein, ce qui s'est passé effectivement à Rochille en montagne et dans l'ouest du pays, Vamave, que j'en parlais tout à l'heure, parce qu'effectivement, elle était menacée par les promoteurs. Il y a eu l'incident, le collectif, hein, la discothèque qui a été incendiée, enfin qui a pris feu et qui a causé quand même une 60aine de morts. Donc, et à cette occasion-là, un mouvement de résistance civile résiste. Enfin voilà, donc de plus en plus, il y a des mouvements
mouvements en fait de résistance citoyenne. Il y a des mouvements associatifs, la société civile qui se développe de plus en plus. Donc cette tension entre l'individuel et le collectif, je crois que c'est quelque chose d'intéressant, parce qu'on dit souvent, il y a un peu ce leitmotiv que les Roumains seraient individualistes. Il y a un proverbe ancestral qui dit « c'est moi la capa la vecino lui », c'est-à-dire en gros que meurt la chèvre du voisin, je m'en moque, c'est pas mon problème. Bon, en réalité, cet individualisme qui existe dans une culture qui est quand même assez latine, malgré quoi qu'on en dise, il doit être quand même temporisé par rapport quand même à tout ce mouvement, je dirais, sociétal qui est en train de se développer aujourd'hui en Roumanie. Mmh. Et puis aussi, il y a la frontière effectivement entre je dirais les zones urbaines, Bucarest au premier rang, qui sont effectivement dans une modernité qui rejoint, voire dépasse même celle de villes d'Europe de l'Ouest, et puis des zones rurales qui vivent encore effectivement comme il y a un demi-siècle, voire un siècle dans le Maramureș. Et effectivement, c'est deux mondes différents, deux Roumanies différentes que l'on peut observer. Dans un cas, on voit encore effectivement les carrioles tirées par des bœufs ou des chevaux comme moyen de transport banal, j'allais dire. Et dans les grandes villes, effectivement, on voit des quartiers qui se développent à une vitesse extraordinaire, de manière même plus rapide que ce qu'on peut voir aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Vous avez cité Anna Blandiana, et vous la citez dans votre livre. Oui. Vous citez son propos, c'était dans les années 1980. Alors, je ne sais pas si elle l'a dit en français, en tout cas en français. Je vais lire ce qu'elle a dit, parce que je trouve ça très joli. Elle dit: nous sommes un peuple végétal qui attend l'effeuillaison. Alors l'effeuillaison, c'est-à-dire la chute des feuilles en automne. Voilà, je voulais simplement... Oui, c'est la résignation, voilà, dont je viens de parler. Mais à nuancer, comme vous le dites très bien, étant donné que... tout au long de l'histoire très récente de la Roumanie, il y a eu évidemment des contestations. Cet ouvrage, c'est un pas de côté. Revenons un petit peu, Oui. Venons-en à vous. C'est un peu un pas de côté par rapport à vos activités. Avez-vous envie d'en faire davantage de pas de côté ? Ah oui, bon là effectivement, c'était l'idée finalement de faire une sorte d'atelier d'écriture collectif, une sorte de résidence d'écriture délocalisée, décentralisée, puisque moi-même, effectivement, j'anime des ateliers d'écriture pour la ville de Cannes, dans les différentes médiathèques de la ville, auprès, effectivement, de personnes âgées, dans des clubs bel âge. Et donc, c'était l'idée de sortir un petit peu de ma zone de confort locale pour aller tenter ce type d'expérience avec des gens qui souhaitaient la partager. Bon, c'est des amis pour la plupart ou des collègues de l'université. Et donc, ça a donné effectivement cet ouvrage collectif qui est fait de contributions, comme vous l'avez souligné, très diverses, parce qu'il y en a qui tournent plus vers la prose poétique, d'autres vers effectivement le récit de voyage, d'autres vers des textes plus académiques, anthropologiques. Donc, on a vraiment cette diversité qui est là et qui est vraiment intéressante. Je serais bien tenté effectivement, mais il faut que je trouve les bonnes personnes pour faire de la bande dessinée documentaire aussi, faire peut-être découvrir la Roumanie et le Delta notamment par la bande dessinée, parce que le visuel est vraiment quelque chose, je pense, d'important. Ces derniers temps, j'ai pas mal travaillé pour l'université sur cette question de comment aujourd'hui le journalisme peut rentrer dans les cases des bandes dessinées et avoir peut-être un impact sur le lecteur plus fort que les formes classiques que sont la radio, la télévision et aujourd'hui les plateformes numériques, histoire de ralentir le tempo de l'information, histoire aussi de voir excusez-moi, je vous coupe parce que vous êtes en train de répondre à la question précisément que je voulais vous poser maintenant, parce que en tant que journaliste, je ne peux pas m'empêcher de la poser au professeur en sociologie des médias que vous êtes, et vous avez commencé à y répondre. Est-ce que les médias devraient eux aussi proposer davantage de pas de côté, comme les bandes dessinées, et revoir peut-être la façon dont ils s'adressent aux individus, la fréquence de la diffusion de l'information, les formats? Vous êtes en train de dire que la bande dessinée pourrait être l'un de ces formats. En tout cas, vous ressentez, moi depuis Bucarest, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'essaie à mon petit niveau de faire également, de proposer un journalisme
plus lent et peut-être aussi différent dans le format, oui. Ben oui, parce que les médias mainstream ont plutôt quand même tendance je dirais, à privilégier, en tout cas dans leur traitement, pas de manière exclusive, hein, parce que on va très bien voir sur certaines chaînes, et je pense que ça c'est une des utilités quand même du service public actuellement, c'est de proposer des documentaires sur des zones qui sont moins couvertes, moins touristiques, avec notamment des zones qui sont concernées par un patrimoine fragile. Là, au moment où je vous parle, je suis dans un colloque à Nice sur le rôle des médias dans la protection du patrimoine fragile. Donc vous voyez, alors on est vraiment dedans, hein. Je me suis échappé 1 heure de ce colloque pour converser avec vous. Mais vous voyez, on est vraiment dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, le delta du Danube est un patrimoine fragilisé, et qui reste fragile, qui n'est pas encore vraiment menacé, hein, en l'état, mais je pense qu'il est bon d'attirer l'attention, de dire en tout cas, si vous y venez, si vous voulez le découvrir, privilégier comme pour le Maramuresh par exemple aussi, privilégier des formes de tourisme chez l'habitant, ce qu'on appelle le tourisme durable, effectivement. Voilà, il faut éviter de remplir les complexes touristiques, voilà, des formules effectivement qui permettent d'éviter la massification. Voilà. Donc là, les médias peuvent avoir un rôle, oui, effectivement, et notamment en racontant les choses différemment, aussi pour toucher une jeunesse, parce que la bande dessinée, si j'en parle, c'est parce que c'est aussi un moyen de toucher un public plus jeune, notamment à travers des médiations qui peuvent se faire dans les médiathèques, par exemple, puisque justement les scolaires sont amenés, les publics scolaires, collégiens, lycéens, sont amenés régulièrement à aller dans les médiathèques. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'EAC, l'éducation artistique et culturelle. Et à ce moment-là, j'ai pu me rendre compte, lorsqu'ils conversent avec des auteurs, illustrateurs qui font de la bande dessinée, reportage, documentaire, ça les touche. Ça les touche vraiment. Plus que, effectivement, les médias classiques, ils ont terminé malheureusement, hein, de consulter, de regarder, de consommer. Je suis en train de me dire, et je ne voulais pas oublier que votre livre, donc je rappelle le titre, Delta du Danube, des berges et des eaux, aux éditions Le Lys Bleu. J'imagine, vous allez me dire si je me trompe, mais il peut être tout à fait... on peut le commander à la librairie française Kiralina de Bucarest. Je ne sais pas s'il y est déjà. Oui. Mais il y est déjà ? J'ai une collègue qui en a fait la publicité. Bon, je me permets de le dire également que, en tout cas, on peut le commander en allant sur le site de Kiralina sans problème. On peut commander votre livre et je le recommande chaleureusement. Nicolas Pélissier, merci beaucoup. J'ai vraiment été ravi de vous avoir une nouvelle fois. Chose, si vous oui, allez-y. Alors, vous voyez, puisque vous parlez du titre des berges des eaux, il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes dans ce delta. Hein, ces peuplades, on n'en a pas parlé. On a un peu exotiques que sont les Lipovènes, les Gagaouzes, les Tatars, etc. Qu'on oublie, hein, mais voilà, qui continuent à perpétuer un mode de vie qui est parfois assez ancestral, hein, tant bien que mal. On a pu les rencontrer, hein, par moments. C'est un peu les oubliés aussi de cette modernité actuelle. Et je pense que là aussi, il y a aussi des communautés qui sont menacées. Vous voyez, parce que s'ils peuvent plus vivre de leur pêche, ça va être vraiment très compliqué pour eux. De quoi vont-ils vivre ? Merci. Il fallait le souligner. Merci de ne pas avoir oublié les hommes et les femmes également du delta du Danube. Nicolas Pélissier, merci infiniment. Avec grand plaisir. Merci pour votre invitation. C'est RFI. Bonne journée. Avec grand plaisir. Merci Nicolas Pélissier. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Et nous vous souhaitons un beau week-end, peut-être dans le delta du Danube. À bientôt. Week-end Placoute. Au revoir.